Salut à tous, je me trouve aujourd'hui au Japon. Je suis et plus précisément au Koyasan, qui est un lieu de bouddhisme japonais extrêmement réputé, que je visite du coup aujourd'hui. Et je vais essayer de vous expliquer quelque chose sur Kukai, sur ce moine bouddhiste japonais qui a vraiment fondé ce site de Koyasan. Je vais essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il a apporté au bouddhisme japonais. Et je vais aussi vous donner quelques mots et concepts en japonais, vous expliquer tout ça. C'est parti. Mais avant de parler de Kukai, parlons un peu de Koyasan. Pour se repérer, nous avons ici Kyoto et Osaka, Nara se trouve un peu plus au sud, et encore plus au sud, nous avons ici Koyasan. Koyasan est en fait un plateau ou plaine, ya en japonais, élevé en altitude, ko, et entouré de sommets de montagnes, yama, dont la hauteur est comprise entre 900 et plus de 1000 mètres d'altitude. Le plateau lui-même est à 800 mètres. On se rend vite compte que c'est assez haut quand on prend le train puis ensuite un funiculaire pour s'y rendre. On y trouve un complexe de 117 temples bouddhistes, ainsi que le plus grand cimetière du Japon, l'Okuno-in. À l'origine de ce lieu se trouve un moine appelé Kukai. Mais qui est donc ce personnage? Né au 8e siècle dans une famille prospère de l'île de Shikoku, le jeune Saeki no Mao brille dans ses études et sa famille le voit déjà haut fonctionnaire à la capitale, Nara. Mais il s'intéresse surtout au bouddhisme, au point qu'il finit par arrêter ses études. Il se consacre alors à sa foi en vivant comme un ascète et en pratiquant intensément le bouddhisme. On pense que c'est en sortant d'une grotte, après avoir médité, qu'il aurait été touché en voyant le ciel, Sora, ainsi que la mer, Umi, et en aurait fait son nom en combinant les deux caractères pour donner Kukai. Un jour, guidé par un rêve, il se rend dans un des temples de Nara et y trouve un texte obscur du bouddhisme ésotérique chinois. Ce type de bouddhisme, on le qualifie de Mikkyo, avec le Mitsu de Himitsu, qui signifie secret, et Kyo, tel que dans Kyoiku, Bukkyo, qui signifie un enseignement. Il s'agit donc d'un enseignement secret qui est transmis de manière directe lorsque l'élève est jugé digne de les recevoir. Kukai va donc avoir des difficultés pour déchiffrer ce texte mystérieux, et ça va le motiver pour aller voyager en Chine au sein d'une délégation où il va trouver là-bas un maître qui va lui transmettre tous ses enseignements avant de mourir. Kukai est tellement balèze qu'il maîtrise les enseignements de son maître 10 fois plus rapidement que les autres élèves et peut ensuite rentrer au Japon. Kukai décrit cette expérience de la façon suivante. Munashiku yukite, michite kaeru. Alors on va décortiquer un peu cette phrase pour mieux la comprendre. Déjà on a l'adjectif munashi qui signifie vide. Le fait d'être complètement vide, nanimo karappo no joutai. Ensuite, on a yuku qui est le verbe aller, mais c'est un peu différent de iku que vous avez plutôt l'habitude de voir. Yuku a une nuance un peu plus poétique, on l'entend souvent notamment dans des chansons. Et il y a aussi une signification un petit peu différente puisque yuku implique d'aller quelque part, mais pour revenir ensuite à un endroit initial. On le trouve par exemple dans le mot ofuku pour aller-retour. Ensuite, on a michiru. Michiru signifie être plein, être rempli. Plus communément, on va l'écrire avec ce kanji ici. Mais le kanji utilisé ici dans la phrase signifie aussi la vérité, donc ça va donner une nuance d'être plein de vérité. Ensuite, on a kaeru qui signifie rentrer. Donc si on recombine tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est parti étudier en étant vide, et quand il est revenu, il était plein de connaissances, plein de vérité, de sagesse. Si on essaye de reformuler la phrase un peu en japonais moderne et en explicitant ces choses-là, ça donnerait ceci. Nanimo nai karappo no joutai de ryugak shi, kaeru toki ni wa michitarite kaite kita. De retour au Japon, et avec la permission de l'empereur Saga, ils fonde l'école Shingon, aussi appelée Shingonshu. Shingon qui signifie un mantra, et shu à la fin qui est un suffixe qui permet de désigner une école religieuse ou une secte, par exemple comme dans Shukyo, la religion. Mais qu'est-ce que cette école, le Shingonshu, a de particulier? Déjà, c'est les mantras, ce qu'on entend par Shingon, c'est cette signification de mantra. Elles ont une importance primordiale car considérées comme ayant un pouvoir spirituel. Ce sont des sortes de prières que l'on récite de nombreuses fois au cours de sa formation et qui ont donc ce pouvoir spirituel. Le deuxième point important à comprendre, c'est Mikkyo ou les enseignements secrets, ces rituels qui ne sont pas révélés au grand public.
il y a 3 enseignements secrets dans le Shingon-shu. On désigne cela par Sanmitsu. Sanmitsu, les 3 enseignements secrets. Le premier, c'est le fait de faire des gestes symboliques avec les mains, qui s'appelle Shinmitsu. Shin, c'est le kanji qui sert à désigner le corps. Ensuite, c'est le fait de réciter des mantras. Et comment on récite des mantras? Eh bien, avec la bouche. Et on va dire Kumitsu, Ku comme la bouche. Et enfin, il faut aussi méditer sur des idoles, des images qui se trouvent dans les temples, ce qui s'appelle Imitsu. C'est le I de Ide, comme dans Iken. Petite anecdote un peu rigolote, mais au moment du coronavirus au Japon, il y a une règle proposée pour savoir qu'est-ce qu'il fallait éviter, et qui est en quelque sorte une sorte de reprise de ces 3 enseignements secrets. On appelle ça Mitsu no Mitsu, donc les 3 Mitsu, les 3 secrets en quelque sorte. Mais ici, c'est pas dans le sens de secret, c'est plutôt dans le sens de la densité, parce que c'est une autre signification qu'a ce caractère de Mitsu. On a d'abord Mippei, qui signifie espace confiné, donc il faut éviter d'être dans un espace confiné. On a Misshu, la concentration de personnes, et Missetsu, le fait d'être rapproché, en contact rapproché. C'était 3 choses qu'il fallait éviter au moment du coronavirus. Et pour terminer sur le Shingon-shu, il y a un 3e élément qui est important à comprendre, c'est la place des montagnes dans cette spiritualité. On parle de Sangaku Shinko. Donc c'est vraiment un culte aussi des montagnes. Et ça explique pourquoi Kukai a choisi ce lieu, Koyasan, pour y installer son ermitage. Ok, mais maintenant, pourquoi est-ce que cette religion Shingon-shu a eu beaucoup de succès? Bien, il y a plusieurs explications. D'abord, le fait qu'il y avait un côté très mystérieux, puisqu'il y avait ces enseignements secrets. Aussi, Kukai avait une réputation d'être extrêmement charismatique, en particulier auprès du peuple. Et enfin, il faut reconnaître que c'est aussi grâce au patronage de l'empereur Saga. Et celui-ci, loin d'être motivé uniquement par la ferveur religieuse, c'était plutôt pour l'empereur une façon de réduire l'influence grandissante d'autres écoles du bouddhisme. En tout cas, cela a beaucoup profité à Kukai. Kukai meurt en 835 d'après les historiens, mais d'après les fidèles, il serait toujours en vie, mais dans un état méditatif. On parle de Nyumetsu Sareta, il a été en quelque sorte mis en sommeil, et il serait encore dans le temple Okunoin, dans cet état méditatif. Depuis lors, des moines lui apportent à manger 2 fois par jour. On peut d'ailleurs assister à cette cérémonie, mais il n'est pas permis de prendre des photos dans l'enceinte du temple. Enfin, Kukai, il faut savoir qu'il a aussi beaucoup voyagé au Japon. On va retrouver sa trace un peu partout sous la forme de statues ou de stèles. Et souvent, il ne sera pas désigné comme Kukai, mais avec son nom posthume, Kobo Daishi. Alors, Kobo, ça signifie dans le bouddhisme la propagation du dharma. On a ici Hiroi comme vaste, qui est le premier caractère. Et ce deuxième caractère, Ho, qui est utilisé dans un sens de loi parfois. Dans la manière moderne, on va utiliser dans ce sens-là. Mais plus généralement, ça a un sens de méthode ou de principe. Et dans le contexte du bouddhisme, c'est utilisé pour ce qu'on appelle le dharma. Enfin, on a Daishi, qui signifie un grand maître, littéralement. Bon, il y aura encore beaucoup de choses à vous raconter sur ce sujet, et si ça vous intéresse, je vous laisserai approfondir avec des liens dans la description de la vidéo. Koyasan est un lieu très important encore aujourd'hui, et à part Kukai lui-même, le cimetière Okunoin va abriter de nombreuses tombes de personnages importants, notamment des membres de la famille de Toyotomi Hideyoshi, ici à gauche, ainsi que la tombe de Oda Nobunaga. Si ces 2 personnages ne vous disent rien, sachez que ce sont 2 des 3 unificateurs du Japon qui ont une place très importante dans l'histoire japonaise. Même s'il est devenu très touristique, un peu trop touristique à mon goût, Koyasan reste une destination qui est passionnante pour vous plonger dans l'histoire ancienne du Japon. Et si vous aimez la randonnée, sachez qu'il existe plusieurs circuits autour de Koyasan, ainsi qu'une célèbre route de pèlerinage, le Kumano Kodo, dont Koyasan est un des points de départ. Et je vous laisse sur ces belles images de Koyasan. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Dewa, mata kondo!